Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence d'une diète. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet extrêmement banal au quotidien, mais qui cristallise énormément de culpabilité, le fait de manger devant la télévision. Et oui, parce que si on écoute beaucoup de discours autour de l'alimentation, manger devant un écran est un interdit nutritionnel. On entend souvent qu'il ne faut jamais manger devant la télé, qu'on va forcément trop manger, qu'on ne va pas écouter sa satiété, qu'on va manger trop vite, qu'on n'a pas de sensation alimentaire, que ça nous empêche de manger en pleine conscience. Et pourtant, la réalité est bien plus complexe que ça, de mon point de vue. Au cabinet, je ne diabolise pas forcément le fait de manger devant un écran. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Alors évidemment que c'est un sujet qui demande à être discuté au cas par cas, parce que tout dépend du rapport que vous avez déjà avec les écrans en dehors même des repas. Mais quand je n'entends que pour argument que le fait de manger devant la télé va forcément vous faire perdre vos sensations alimentaires, va forcément vous faire manger trop en quantité, honnêtement, je trouve que c'est un raccourci un peu facile pour excuser et pour expliquer certains de nos troubles des conduites alimentaires. C'est plus difficile que ça, c'est plus complexe que ça. Je vous garantis que si vous avez ces problèmes-là, vous pouvez la retirer la télé. Ils disparaîtront pas pour autant. Et puis surtout, est-ce que quand vous êtes en famille et que vous parlez de vos journées, vous faites davantage attention à ce que vous mangez? Est-ce que si vous êtes en train de vous disputer à table, vous êtes davantage en train de profiter de ce que vous mangez? Est-ce que si vous êtes au restaurant avec des amis, vous faites réellement attention à ce que vous mangez? Alors, on va faire attention à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, effectivement. Est-ce que le plat qu'on a nous plaît dans l'assiette? Mais par contre, nos travers de comportement alimentaire, que vous soyez devant la télé, avec des amis, en famille ou tout seul, en tête à tête avec votre assiette, et franchement c'est un peu triste, je suis pas sûre, je suis même sûre, que ça ne règle pas vos problèmes de troubles de conduite alimentaire. Déjà, il faut parler de cette fameuse notion de manger en pleine conscience. Alors, sur le papier, c'est une très belle idée. Manger en pleine conscience, ça veut dire prendre le temps. Ça veut dire observer ses sensations, sa satiété, sa faim, sa satisfaction, être attentif au goût, aux textures. Voilà, c'est ça, la pleine conscience. Alors c'est génial, hein. Moi c'est quelque chose évidemment que j'utilise au cabinet parce que si on ne reprend pas pleine conscience de ses repas, ça va être compliqué de travailler le comportement alimentaire. Donc bien sûr que l'idée est folle, l'idée est géniale et l'idée est essentielle. Mais parfois, la manière dont le contexte est présenté devient presque irréaliste parce que concrètement, qui mange réellement en pleine conscience à chacun de ses repas tous les jours, du matin au soir? Personne. Ou alors, si vous le faites, waouh, chapeau. Mais alors, est-ce que c'est pas chapeau, genre c'est une nouvelle charge mentale de fou, quoi? Parce que ça veut dire que, en fait, dans vos repas, vous n'êtes plus jamais autorisé au partage social, vous n'êtes plus jamais autorisé à en profiter pour penser à autre chose. Désolé, mais quand on mange en famille, on échange. Donc, on peut pas être en pleine conscience non-stop alors qu'on est en train de parler ou d'écouter quelqu'un. Hein. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est pas possible sinon. Quand on mange avec des amis, on échange, on débat, on rit. Ah pareil, vous pouvez pas être en pleine conscience sur l'assiette. Vous n'êtes pas focus que là-dessus. C'est pas vrai. Quand on mange seul, vous avez forcément un moment donné où l'esprit, il divague un peu, quoi.
vous pensez à votre journée, au travail, à des trucs que vous avez à faire. Enfin, c'est pareil, vous ne pouvez pas être dans la conscientisation permanente de votre assiette. Donc, même sans la télévision, le cerveau, il ne peut pas forcément être tout le temps focalisé non-stop sur les repas, et c'est normal. C'est normal. Je trouve important de rappeler aujourd'hui tout ça parce que beaucoup de personnes maintenant, en plus de culpabiliser sur la composition de leur assiette, se mettent à culpabiliser sur le fait qu'elle n'ait pas des conditions parfaites pour manger, comme si le repas devait obligatoirement être parfaitement toujours à table, dans la salle à manger ou dans la cuisine, doit toujours au moins durer 30-40 minutes. Enfin, c'est une nouvelle charge mentale. Désolée, la vraie vie ne fonctionne pas toujours comme ça. C'est pas vrai. Et à un moment donné, si on veut survivre moralement parlant, il faut que votre alimentation s'adapte aussi à votre vie. Et en fait, à toutes les obligations qu'ont votre vie, à tout ce que vous n'avez pas le choix que de faire, de toute façon. Donc, à un moment donné, le problème, c'est pas toujours l'écran. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que du coup, on peut manger comme on veut à n'importe quelle fréquence devant la télévision, ou même que ce serait une situation idéale. Bien sûr que non. Comme tout, il y a de la demi-mesure à mettre dans ce discours-là. Alors autant, je trouve que c'est un peu facile d'incriminer forcément l'écran, comme si c'était le responsable de tous nos maux, alors que je vous garantis que c'est plutôt trouver un peu un coupable facile ou permettre de ne pas regarder réellement le pourquoi du comment. Ça évite d'aller se frotter réellement aux problématiques du comportement alimentaire. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus tenir le discours de mangeons gaiement, faisons tout devant les écrans, c'est pas grave. Non. Mais vous savez, aujourd'hui, la cible très problématique des écrans, que sont nos enfants et nos adolescents, si le problème du rapport aux écrans de nos enfants et de nos adolescents, c'était uniquement les écrans à table, je ne crois pas qu'on aurait beaucoup de problèmes. Parce que le vrai souci, il n'est pas sur les 20 minutes qui vont passer à côté de vous à table quand ils veulent bien encore en passer 20 minutes. Je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais le fait est que la problématique du rapport aux écrans de nos enfants et de nos adolescents, c'est tout le reste de la journée, plus que le moment du repas même. Et si à la rigueur, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais si à la rigueur, le moment de la télé à table peut être le moment de les garder un peu avec nous, bon, des fois, il faut peut-être un peu profiter. Vous savez, moi, je suis maman et je vois un moment de la semaine qui est fort dans notre famille. C'est le vendredi soir, on adore faire un apéro sur la table du salon devant un film. Il n'y a aucune des conditions de l'alimentation en pleine conscience de respecter. Aucune. Mais je vous garantis que personne ne mange plus que d'habitude sur les repas. Peut-être plus mal parce qu'on va avoir des choses un petit peu moins équilibrées, mais en quantité, non. Ils vont pas forcément avoir envie d'aller grignoter du sucré derrière parce qu'en fait, on est pris après dans le jeu du film, on se pose dans le canapé et que finalement, ils ont presque la flemme de se relever, chercher un truc. Donc pas de souci. Et en fait, c'est un moment où vous êtes ensemble, à des moments où vous avez des générations différentes dans le salon, avec un qui va aller sur l'ordi, un autre qui va aller jouer à je sais pas quoi, un autre... Et en fait, non. Là, il y a un moment où tout le monde partage un film, un petit repas, un petit apéro sympa. Je vous jure que c'est pas un souci de comportement alimentaire. Vraiment. Au contraire. Au contraire. Donc voilà, il y a une demi-mesure. Évidemment que c'est pas bien de passer son temps devant les écrans, y compris à table. Mais de là à aller le diaboliser et à aller dire c'est à cause de ça qu'on a des troubles du comportement alimentaire, non. Non, du tout. Si vous prenez... moi, je ne me vois pas dire à un étudiant que j'accompagne au cabinet qui va partir du foyer familial
pour ses études supérieures. Ah mais non, mais tu poses tous tes écrans, même si tu es tout seul, tu manges devant ton mur. Mais vous imaginez la déprime? Mais en fait, non. Au contraire, vous risquez d'avoir un gamin qui va s'avaler son truc en 5 minutes parce qu'en fait, c'est ennuyeux à mourir. C'est tout ce que ça risque de provoquer. Donc attention, il y a une demi-mesure sur tout. Bien sûr que ça peut créer ou entretenir une alimentation automatique chez certaines personnes, mais c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un suivi avec un professionnel, c'est de pouvoir identifier si c'est une problématique ou pas cet écran à table pour vous. Moi, ce qui m'intéresse en consultation, c'est pas la règle générale de pas d'écran à table, c'est qu'est-ce que cela produit chez cette personne-là. Parce que d'une personne à l'autre, encore une fois, ça n'aura pas le même impact du tout. En nutrition comportementale, c'est le contexte qui change tout. C'est ce qui vous amène à cette problématique du comportement. Et parfois, manger devant la télévision peut avoir des effets auxquels on ne pense pas forcément. Je vais vous donner un exemple pour lequel j'utilise parfois l'écran en cabinet. Sur certains de mes patients qui mangent trop vite, parfois on utilise la télé comme un modérateur. Je leur donne comme repère une émission qu'ils aiment bien. Vous savez, les jeux télévisés que certaines personnes regardent le midi ou les feuilletons de fin de journée, un épisode d'une série. Et de dire, bah voilà, en fait, essayez de vous dire, mon repas habituel doit maintenant s'étaler sur telle quantité par rapport à mon programme télé. Et ce programme télé va m'aider à ce que le fait de mettre plus de temps pour manger ne me semble moins compliqué. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis, en fonction du contexte de chacun, on adapte cette règle ou pas. Et pour certains de mes patients, eh bien effectivement, ça peut avoir un impact intéressant. Moi, j'ai des patients qui n'ont pas d'effet de satiété, qui ont du mal à se structurer un timing de repas, et parfois, un outil extérieur peut les aider à mettre ça en place. Et vraiment, je vais comparer l'histoire du feuilleton télé au fait de poser sa fourchette. Le problème de poser sa fourchette, c'est qu'encore une fois, ça vous demande une concentration, une charge mentale, un travail, un effort sur le repas que vous demandera moins le fait de vous repérer. Alors, à une émission télé, mais ça peut être un podcast, ça peut être à l'écoute de quelque chose, c'est pas forcément en plus un écran, mais en fait de vous repérer un élément qui va vous aider à timer votre temps de repas sans que ce soit une corvée, sans que ce soit une contrainte. Donc parfois, si cet écran peut vous aider à ralentir le rythme, mais en fait, moi je suis preneuse. Alors oui, ça peut sembler paradoxal, surtout dans notre société actuelle, dans les messages qui sont diffusés, mais encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, les problématiques d'écran chez nos enfants et nos adolescents, je vous garantis que si c'était que la problématique du repas, on n'aurait pas les mêmes problèmes. Voilà, les problématiques sur ces gens-là, ils ne sont pas au moment des repas. Clairement. Donc finalement, arrêtons toujours de diaboliser certaines choses, essayons plutôt de comprendre ce que cet élément peut avoir réellement de négatif ou de positif chez une personne, et dans ce cas-là, on adapte aux situations. Moi, je sais que, je vous ai donné l'exemple de l'étudiant, mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui vivent seules. Enfin, vous ne pouvez pas leur demander de manger face à un mur. Vous ne pouvez pas. Le repas va devenir une nouvelle situation de charge émotionnelle, une nouvelle situation de tristesse, une nouvelle signature de la solitude. C'est pas une plus-value dans ces cas-là. Pas du tout. Pas du tout. Donc, remettons un petit peu de légèreté sur certains messages qu'on donne. Parfois, une distraction légère permet justement de diminuer la pression qu'on peut avoir sur un repas
sur des comportements alimentaires. C'est tout l'intérêt de sortir du tout ou rien. C'est très important de mettre des nuances dans les discours et dans les messages. Si ce podcast vous a parlé, j'essaierai comme ça de venir discuter autour de certains messages très véhiculés sur l'alimentation ou le comportement alimentaire. Il y a toujours à prendre et à laisser dans des messages comme ça qui sont très généralisés. Ils sont pas forcément faux, hein. Vous voyez, là, ils sont pas forcément faux. Il y a des situations pour lesquelles, effectivement, on ne met pas la télé. Mais l'être humain, il n'est pas tout noir ou tout blanc, son alimentation non plus, son comportement alimentaire non plus, et sa relation aux objets extérieurs non plus. Donc on peut nuancer. Deux personnes peuvent avoir exactement le même comportement, mais des conséquences totalement différentes. En l'occurrence, le comportement visible est le même, vu de l'extérieur, mais le vécu intérieur est différent. Et le rapport à l'écran, c'est pareil. Donc si je mets les deux ensemble, écran plus alimentation, pareil. On est au cas par cas et il est important de nuancer. Donc finalement, la vraie question, c'est pas de dire, quand on pose la question à nos patients, est-ce qu'il y a une télé à table, mais plutôt comment se passe le repas. Et de là, vous verrez que très souvent, les gens, effectivement, il y a la télé, mais finalement, elle n'est pas toujours si regardée que ça. Elle est un peu en élément à côté. Et puis, vous avez quand même beaucoup de familles qui vous disent, en même temps, nous, si il n'y a pas la télé à ce moment-là, on n'a jamais notion des infos, on est au courant de rien. Toujours au courant des choses importantes, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça entretient un lien, parfois même de conversation au sein des repas en famille. Arrêtons de diaboliser, nuançons un petit peu, remettons toujours l'humain, arrêtons de tout le temps penser qu'on fait forcément mal parce que on nous a dit que c'était mal. Regarder une série ou une émission pendant un dîner ne détruit pas la santé mentale et physique d'une personne ou d'une famille. Pas du tout, non. Donc, je ne diabolise pas automatiquement le fait de manger devant la télé. Je pense surtout qu'il faut arrêter d'appliquer des règles extrêmement rigides à chacun sans comprendre. L'objectif, c'est pas la perfection alimentaire, encore une fois. C'est d'avoir une relation plus sereine, plus réaliste avec son alimentation pour qu'elle soit mieux vécue sur le long terme. Et puis c'est aussi accepter que parfois la vraie vie ne peut pas ressembler aux injonctions qui nous sont données, ne peut pas s'adapter aux conseils parfaits, alimentaires ou autres d'ailleurs. Donc je ne diabolise pas automatiquement le fait de manger devant la télé. Je pense qu'encore une fois, c'est un contexte toujours personnel. Chaque situation se regarde, se comprend. Je pense qu'il n'y a rien de pire que des règles rigides appliquées à tout le monde sans même les comprendre. Je pense qu'il faut aussi accepter parfois que la vraie vie prenne un peu le dessus et qu'on s'adapte finalement à ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, à ce qui nous permet de relâcher un peu la pression, à ce qui nous permet de voir les choses de façon un peu plus légère et de comprendre comment associer tous nos éléments comme ça, que ce soit passer un peu de temps devant la télé, passer un peu de temps en famille, passer du temps à table. Finalement, pourquoi un peu réunir les trois ensemble serait forcément un problème? Je pense pas. Voilà, je pense qu'il faut vraiment accepter que tout ne peut pas être tout le temps normalisé. Et il n'y a rien de mieux que de toujours chercher à s'adapter à ses propres situations. Je suis ravie de vous avoir partagé ce point de vue. J'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous proposer d'autres podcasts où on va parler un petit peu de ces messages très généralisés comme des vérités absolues. Merci d'avoir écouté cet épisode de Confidence d'une diète. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que l'alimentation raconte une histoire, la vôtre.